pas encore activé. C'est bon, là c'est activé l'enregistrement. Très bien. Ouais. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour la 3e fois donc, pour notre Sustainable Month for Sustainable Fashion. Donc, aujourd'hui, notre webinaire s'intitule « Take part to rise of slow fashion and sustainable fashion apps ». On a pris l'habitude donc de démarrer nos webinaires avec une citation. Aujourd'hui, j'ai choisi une citation de notre grand maître à tous, Yves Saint Laurent, qui dit « La mode passe, le style reste ». Aujourd'hui, cette fameuse citation d'Yves Saint Laurent mériterait d'être un petit peu ajustée. Voilà. Excusez-moi, monsieur Yves. La mode passe certes, mais les impacts environnementaux et sociaux qu'elle provoque s'inscrivent dans le temps et pourraient être irréversibles si nous n'agissons pas. Selon Greenpeace, plus de 100 milliards de tonnes de produits textiles sont vendus dans le monde chaque année. La production textile bat à plein régime, surtout quand on sait que pour produire un seul t-shirt, il faut près de 2800 litres d'eau, soit l'équivalent de 3 ans de quantité d'eau bue par un être humain. On connaît alors les dégâts, sans parler des procédés chimiques qui sont associés. Il faut savoir, par exemple, aux USA, 30 millions de tonnes de vêtements sont vendus chaque année, vont à la poubelle chaque année, soit l'équivalent de 30 fois le poids de l'Empire State Building. Alors, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des effets néfastes de cette industrie de la mode que nous aimons tous, hein, on adore tous la mode, mais voilà, il y a des effets néfastes qu'on a déjà vus avec nos étudiants, donc Amdocom, avec la campagne de sensibilisation qu'ils ont lancée depuis le mois d'octobre. Donc, on ne va pas revenir trop là-dessus. On va plus parler des alternatives positives donc, à cette problématique. Donc, pour réduire, par exemple, ces déchets et répondre à cette problématique, il y a l'idée de l'upcycling et du recycling. Alors, c'est quoi l'upcycling ou le surcyclage? C'est le fait de récupérer des matériaux qui sont plus utilisés et destinés à être jetés pour les transformer en matériaux ou des produits d'utilité de qualité supérieure, d'où le mot upcycler ou recycler par le haut. Ce qui permet donc de donner une nouvelle valeur à ces produits usagés ou inutilisés. Dans le secteur de la maison, le upcycling est devenu et rentré quelque part dans la norme grâce à des émissions de télé que vous connaissez tous. Alors, en mode, ça reste encore un petit peu à petite échelle, un peu timide, mais ça commence à sortir de l'underground et même c'est devenu branché selon les titres des magazines de mode où ils titrent, je vous cite, « Upcycler, c'est branché ». Il faut aussi savoir que des créateurs de haute couture comme Viktor and Rolf ou encore Martin Margiela ont étonné avec l'utilisation d'anciennes collections pour en réaliser de nouvelles. Le sac MM6, donc le fameux sac MM6 de maison Martin Margiela, recyclé et upcyclé, ou encore la maison de couture Marly avec des chutes de cuir. Mais il y a aussi de jeunes créateurs que nous tenons, nous, chaque fois ici, pendant nos webinaires, à inviter, ces jeunes entrepreneurs qui se mettent eux aussi à proposer des vêtements conçus à partir des textiles usagés. Ça peut être des nappes, des rideaux ou même des stores, comme on a vu la fois dernière avec Delcasso, donc la marque niçoise, des fins de rouleau et des chutes. Ils utilisent ce qu'on appelle les stocks dormants. Aujourd'hui, nous allons accueillir Hélène Verel, fondatrice donc, de Povera Slow Design, qui, elle, s'intéresse aux collants usagés. Moi, j'adore l'idée parce qu'on jette toutes nos collants. Alors, saviez-vous qu'il faut près de 14 000 km de fil de nylon et près de 750 litres pour confectionner une seule paire de collants, sans parler, bien sûr, des teintures qui ne sont pas écologiques. En même temps, il faut savoir que 130 millions de paires de collants sont achetées chaque année et 100 millions vont à la poubelle. Hélène, vous me dites si ce n'est pas vrai. Même 100 millions, voilà, 100 millions vont à la poubelle chaque année. Alors, Hélène, elle y a pensé, bravo Hélène, et elle a su valoriser ces collants destinés à être enfouis et incinérés et donc par la même occasion pollués. Donc, Hélène nous expliquera tout à l'heure son idée en détail. On lui posera plein de questions.
Alors, en plus de la pollution environnementale, il y a l'aspect sociétal. Donc, ça aussi, nos étudiants M2Com ils nous ont expliqué ça lors de la campagne de communication. Il faut savoir que l'industrie du textile et de la mode, c'est une industrie très opaque. Il aura fallu une tragédie parmi bien d'autres, mais une qui a vraiment marqué les esprits et qui a réveillé un petit peu les consciences, c'est la malheureusement fameuse tragédie scandale du Rana Plaza en 2013 avec l'effondrement de ce bâtiment qui a causé plus de 1200 morts. Et les médias se sont emparés de ça et les consommateurs donc ont été au courant pour quasiment la première fois. Et donc, ça a éveillé un petit peu les consciences des entreprises et informé les consommateurs. Donc, cette triste nouvelle a mis devant les consommateurs la triste réalité de leur dressing et l'exploitation humaine qu'il y a derrière la jolie robe qu'on achète ou encore le beau jean ou le beau costume aussi, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui consomment. Donc, suite à ça, il y a eu quelques marques comme H&M qui étaient directement accusées, qui a lancé des collections eco-conscious. Puis petit à petit, on voyait que ça disparaissait des rayons et on est revenu à la production habituelle qui d'ailleurs n'a jamais cessé. On peut résumer ça par boulimie de production et anorexie de salaire pour résumer cette situation. Plus récemment, j'aimerais parler aussi, rappeler les 38 morts qui est arrivé il y a tout près de chez nous, à Tanger, il y a un mois pile, le 8 février 2021, il y a eu dans un atelier clandestin de textile, donc suite à l'inondation, 38 femmes sont mortes dans le sous-sol d'un atelier clandestin et c'est passé complètement sous silence. Les médias n'en ont pas parlé du tout. Donc, ça continue. Il faut savoir que les géants de la mode peinent toujours à honorer leurs engagements éco-responsables. Selon Fashion, Business of Fashion, le rapport qui est sorti la semaine dernière, les entreprises n'ont eu maximum 50 sur 100 dans ce classement. Elles sont évaluées, ces groupes-là sont évalués sur leur transparence, émissions de CO2, l'utilisation de l'eau, des produits chimiques et le droit des travailleurs et les déchets. Alors, greenwashing, comment faire confiance aux marques? Les consommateurs cherchent de plus en plus à chercher l'information ailleurs, sur des sites ou encore sur des applications. La preuve, par exemple, le succès de l'application Yuka pour l'alimentaire. Alors, pourquoi pas l'équivalent dans la mode? La transparence dans la mode, ce soir, nous accueillerons une start-up qui utilise la technologie pour une meilleure transparence. Nous accueillerons donc Anne-Laurence Villemonteil, cofondatrice de Vigie. Bonsoir Laurence. Et donc Vigie ou la véritable histoire de vos vêtements. Il s'agit d'une application qui vous permet par un simple flash du code barre d'obtenir les informations sur les conditions de production de vos vêtements. Donc, ce qui est devenu un geste courant pour l'alimentaire pourra peut-être devenir pour le textile qui était jusqu'à maintenant épargné. Donc, Laurence nous expliquera comment ça fonctionne. Et puis, nous accueillerons aussi Claire Gel, déléguée générale de Colcosol, dans le Fairtrade, qui nous parlera du commerce équitable et des labels. C'est très important. Donc, elle va nous éclairer sur ça et elle va vous poser aussi quelques questions à nous aussi. Voilà, donc pendant ce webinaire, je serai accompagnée de ma collègue Mwantiaba Koulibaly et de nos étudiants de M2Com, donc Bonjour. Florian, Nicolas, Natacha et Alison qui vont peut-être arriver plus tard. On va commencer avec Hélène, Hélène d'abord, mais juste avant, je vais demander à Mathilde d'envoyer la petite vidéo pour faire connaissance avec la marque Povera. Il faut me donner l'autorisation pour parler. Pardon. Alors, voilà. Merci Mathilde.
Ce type de boucle d'oreille, il faut une demi-heure à peu près en comptant la découpe, sachant que c'est pas tout un collant, hein. Ça c'est un dixième de collant pour faire la... Ça va, Hélène? Ça va très bien, ouais. Vous avez créé un système qui permet de se resservir de nos collants usagés et Dieu sait qu'on en utilise de nombreux tous les ans. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse aux collants usagés? C'est pas tout de suite aux collants usagés. Moi d'abord, c'est les textiles usagés qui m'ont intéressée parce que j'ai fait des études en fait dans le design, la mode, donc j'ai été sensibilisée au problème de la pollution en fait des déchets textiles. J'en mets très souvent moi des collants, je les mettais à la poubelle et je me suis dit quel est le circuit en fait après quand je le jette à la poubelle. Je suis allée à la rencontre de centres de tri, de collecte. Là, je me suis rendu compte qu'on pouvait les mettre dans des bornes type les bornes Le Relais. Mais la meilleure valorisation qu'on leur donnait, c'était de les brûler. Donc ça crée du chauffage, mais ça génère aussi en fait des particules qui sont pas bonnes pour l'environnement. Et encore, ça c'est une minime partie, la grosse partie c'est enfoui, donc ça pollue l'environnement. Comment vous le transformez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme procédé? Je le collecte donc dans des bornes qui sont dans des ressourceries, des friperies, des magasins vrac, des écoles de danse, à différents endroits, à Paris, à Lille. On peut aussi me les envoyer. Et après, donc, je lave ces collants, je les trie en fonction des couleurs, des densités. Et ensuite, je les découpe comme une spirale en fait le long de la bande, ce qui me fait une bobine. Et après, cette bobine, c'est ma matière première pour créer du coup des nouveaux accessoires. Qu'est-ce que vous faites avec ces collants? C'est surtout des accessoires, des bijoux, également des accessoires pour la maison, donc des tapis, des coussins. Et ma prochaine étape, c'est d'en refaire un tissu. Mais ça doit être très long. Combien de temps on met pour transformer un collant en boucle d'oreille? Ce type de boucle d'oreille, il faut une demi-heure à peu près en comptant la découpe, sachant que c'est pas tout un collant, hein. Ça c'est un dixième de collant pour faire la paire. Et après, du coup, la transformation, ça s'est fait au crochet, par exemple. Et c'est quoi votre objectif dans les mois à venir? Dans les mois à venir, c'est vraiment de développer le tissu fait à partir de collants. Pour ça, j'ai trouvé un tisseur dans le sud de la France. Ça va bien m'occuper en fait de développer tout ça. Merci beaucoup Hélène et merci pour votre bonne énergie, ça fait du bien en ce moment. Merci à vous, je suis ravie d'être là, c'est ma première télé, donc très heureuse. Et c'est pas mignon? Bravo, bravo, bien sûr, à Hélène. Merci. Donc, Hélène, c'était votre première télé, mais je sais que vous en avez fait d'autres. Et voilà, vous êtes sollicitée un peu partout. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui, une designer en plus lilloise. On a accueilli la semaine dernière et celle d'avant des designers niçois. Aujourd'hui, on accueille Lille. Et bravo à Lille. Je sais que le secteur du textile et l'industrie dans le Nord est très active et on va de plus en plus vers l'éco-responsabilité. Il y a plein de démarches et d'idées et des hubs pour pousser et pour aider les jeunes créateurs, jeunes entrepreneurs donc à aller dans cette démarche éco-responsable. Et là, aujourd'hui, justement, l'objectif, c'est de aussi montrer à nos étudiants qu'on peut entreprendre quand on est jeune et il ne faut pas voir que les contraintes dans l'entrepreneuriat, mais il y a plein d'opportunités. Je vais laisser la parole un petit peu quand même à nos étudiants qui vont vous poser des questions, Hélène. Après, si vous voulez vous présenter d'abord un peu autrement, c'est comme si vous le souhaitez, si vous avez envie de dire quelque chose avant, allez-y. Je pense que du coup, la vidéo, c'est plutôt rigolo pour moi de voir ça. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà un condensé de tout ce que je fais. Donc voilà, je suis très contente d'être là. Et si je peux peut-être approfondir en fait quelques points, c'est aller assez vite sur la collecte ou sur ce que je suis en train de faire, le tissu. Donc voilà, je suis là pour répondre et échanger avec plaisir. Très bien. On va laisser les étudiants, Mathilde, Florian. Je vous laisse poser vos questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel a été pour vous l'élément déclencheur qui vous a permis de passer de la simple phase d'idée au processus d'action pour Povera ce design? Oui, en fait, le tout démarrage vraiment du projet, c'est également dans mes études. Donc, quand j'étais en master à Lyon en textile, et du coup, le diplôme se faisait en 2 ans, une première année plutôt d'apprentissage textile, donc à faire du tissage, du tricotage, de la sérigraphie, enfin voilà.
Et la deuxième année, vraiment un projet personnel. Et à cette époque-là, j'avais déjà fait plusieurs stages dans différentes entreprises. J'étais assez sensible à la pollution, du coup, qu'a bien expliqué Iva. Et voilà, de tout ce problème-là. Donc, je me suis rendue dans des centres de tri, de collecte pour voir un peu plus sur place. J'ai vu qu'il y avait certes des choses qui commençaient à être faites, mais pas complètement. Et pour démarrer, et finalement j'en suis encore à cette matière, j'ai voulu prendre donc les collants, qui me semblait un peu le vêtement, l'accessoire qui est le plus dingue en fait dans cette industrie de la fast fashion, parce que c'est relativement compliqué de le travailler. Il a une durée de vie très très courte. Nos collants, ils ont une durée de vie. On porte 2 jours, parfois même une journée, même pas une journée, et il finit à la poubelle, effectivement. Tout à fait. Il finit à la poubelle. On ne sait pas, en fait, c'est ça, on ne sait pas où il finit. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. En fait, la meilleure valorisation aujourd'hui, c'est 27% de ce qui est mis du coup dans les bornes de collecte et incinéré pour produire de la chaleur. Donc bon, c'est déjà une idée. Le problème, c'est que ça rejette des particules, donc c'est pas l'idéal. Et bien souvent, c'est plutôt enfoui. Et là, du coup, c'est enfoui même très très loin. Ça peut aller au Pakistan, ça peut aller en Inde, enfin en Afrique. Et voilà, donc en constatant en fait un peu ça, c'est ça qui m'a donné envie en fait d'agir. Et après, pour expliquer comment je suis partie de ce collant, un peu cette manipulation, trouver comment le transformer. Et aujourd'hui, où c'est un peu plus grand du coup, j'ai fini mes études. J'ai commencé d'abord à travailler dans une entreprise comme styliste et graphiste textile. Et en parallèle, du coup, j'ai eu l'opportunité de lancer le projet. Au fur et à mesure, du coup, ça m'a pas mal plu. Donc, c'est là où j'ai arrêté, du coup, mon premier travail. Je me suis consacrée là à l'activité. Et il y a eu un peu plusieurs temps, notamment d'élargir, en fait, cette collecte. Parce qu'au départ, la collecte, il n'y a pas de lieu, en fait, dédié aujourd'hui. Les centres de tri de collecte actuellement n'ont pas les capacités et il faudrait vraiment des quantités énormes en fait pour cette matière, pour que ce soit intéressant pour eux financièrement de la collecter. C'est pour ça que j'ai mis en place mon propre réseau de bornes dans des ressourceries, des friperies, des magasins vrac. Et au fur et à mesure d'avoir en fait assez de matière, c'est là que j'ai pu vraiment passer d'une activité. En ce moment, je suis entre semi-artisanale et semi-industrielle du coup, grâce à cette collecte. Et c'est ça qui me permet en fait d'avancer au fur et à mesure. Je ne sais pas si ça répond assez à ta question ou si tu voulais que je développe d'autres points, Mathilde, mais voilà. C'est très bien, merci. Qui sont tes clientes c'est peut-être des clients aussi, on ne sait pas, mais qui sont tes clientes, Hélène? Oui, les clients. Alors, c'est une majorité de femmes. Il y a quelques hommes aussi. Et j'ai une activité aussi d'atelier. Je fais des ateliers en fait autour du réemploi textile, de la réparation. Il peut y avoir aussi des enfants. Mais la majorité, voilà, c'est plutôt une femme entre, si on doit donner un âge, on va dire c'est assez large, 25, 60 ans. Et il n'y en a pas vraiment une plus que d'autres. Et le point commun qu'elles peuvent avoir, c'est que déjà, il y a toujours un engagement qui peut être soit le recyclage, soit le zéro déchet, se questionner sur ce qui peut être mode éthique, mode durable. Je peux dire, c'est des personnes qui sont déjà d'une certaine manière engagées. D'accord. Ou il peut y avoir aussi le côté fait en France ou fait main. Donc plutôt l'aspect en fait artisanal et savoir-faire. Il y a un peu ces deux types de profils. Et l'un va souvent avec l'autre aussi, finalement. Est-ce que vous avez ressenti un engouement un peu plus vers cette mode upcyclée depuis le Covid, ou est-ce qu'il y a une nouvelle clientèle par rapport à avant le Covid? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont plus concernées, à votre avis, par ces produits? Moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir... moi, au fur et à mesure, ça progresse, mais ça... Oui. j'ai pas senti un énorme boom ou plus de questions, en tout cas.
Après, je pense que l'upcycling, je juge quand même que c'est assez récent comme, Tout à fait. comme démarche. Et moi, j'ai encore un fort travail finalement de pédagogie au sein de ce que j'appelle pédagogie, apprentissage. Genre, je le fais du coup via les ateliers, mais même dans alors quand on pouvait encore en faire, mais des fois je peux quand même être en boutique ou faire des ventes éphémères. C'est pas encore assez connu, donc il y a encore une grande part, et je pense encore plusieurs années à expliquer du coup Tout à fait, c'est tout ce qu'on a simplement dit ce tout que à c'est. l'heure. On connaît l'upcycling dans la décoration, encore moins dans la mode, mais du moment que les grandes marques commencent à s'y mettre, je vous assure que ça va donner un coup d'accélérateur sur. Du coup, ça donne l'occasion pour les jeunes marques aussi de présenter leur collection. Florian, Nicolas, une question peut-être Oui, j'ai une petite question. Du coup, quelles sont les valeurs en fait, que vous défendez et que vous voulez transmettre à travers Povera Slow Fashion? Oui, alors moi, le pari est gagné si les personnes changent d'avis sur le déchet. Parce que moi, voilà, c'est vraiment ça mon idée. Et après qu'on ait soit porté un accessoire, soit participé à un atelier, la plus belle phrase pour moi, la plus belle vision qu'on peut avoir, c'est de se dire « Ah, mais du coup, avant, moi, le collant, je voyais ça, je le jetais, je voyais ça un peu moche, mais du coup, j'ai ça chez moi, peut-être que je peux le transformer, je peux faire quelque chose. » C'est vraiment ça l'idée. Et en fait, le nom d'ailleurs que j'ai choisi, donc Povera, peut-être que certains ne connaissent pas, mais ça vient de l'arte povera, donc art pauvre en italien, qui est un mouvement artistique qui a démarré dans les années 60, qui existe toujours et qui utilisait des déchets également pour les transformer en œuvres d'art. Et il y avait tout un discours là-dessus, et aussi pour montrer et dénoncer la société de surconsommation. Super. Justement, j'allais poser la question sur le branding parce que donner le nom d'une marque, c'est ultra important. Ça doit véhiculer l'ADN de la marque. Donc, on fait comment, Hélène, pour si là, tous les collants qu'on a chez nous, on les dépose où? Ici à Nice? Alors, à Nice, il n'y a pas encore de lieu sur Nice, mais pour les lieux qui je suis en train de dire, la ville la plus proche, ce sera Lyon d'ici peu. On va faire une expérimentation dans un day by day, donc une boutique de vrac. Et sinon, en fait, pour les territoires où il n'y a pas encore de borne actuellement, on peut me les envoyer directement à mon atelier par la poste. On donne alors à Tenoji, peut-être? Elle est de chez nous un peu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les étudiants donc, de M2Com ou les étudiants qu'on a? Effectivement, j'ai une petite question. Pour que Vas-y, Nicolas. un ordre d'idée, est-ce que vous savez un peu le nombre de collants que vous avez pu recycler depuis que vous vous êtes lancé dans ce beau projet? Oui, j'en ai recyclé, je dois être autour de 1500, 1600 collants dans les accessoires et dans les premiers essais là, que je suis en train de faire pour le développement d'un tissu. Et collecté, je suis à 5300 quelque chose, sachant que du coup, là en ce moment, j'ai pas mal de stock pour justement, j'avais besoin d'en garder un peu en fait pour développer du coup un tissu qui va m'en prendre beaucoup plus. Donc voilà, un peu plus de 5000 collants du coup depuis 2 ans. C'est pas mal. Bah, c'est un début. Après, il y en a 104 millions chaque année. Donc, j'ai encore de la marge pour si je veux atteindre le top, mais c'est un bon début. Et donc, justement, si on veut vous aider à écouler vos stocks, où est-ce qu'on peut trouver vos produits, vos articles sur Internet? Est-ce qu'il y a sinon des pop-up stores? Oui, donc j'ai mon site internet, j'ai quelques boutiques. Donc, il y en a une à Paris, une à Lille, une en Belgique également. Et après, bah oui, quand ça reprendra, j'espère de nouveau pouvoir faire des ventes plus éphémères. Ouais, tout à fait. Mais dans le sud, j'en ai pas, j'ai pas justement, encore. Donc, on va avec voir plaisir, si vous connaissez des lieux. Enfin, je trouve que c'est aussi oui, tout à fait. un bon échange. Puis nous, c'est l'occasion de donner aussi nos collants. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je vais juste terminer par une deuxième question.
Quel conseil vous donnez, Hélène, à nos étudiants par rapport à l'entrepreneuriat en général, par rapport à l'upcycling, voilà. Est-ce que vous pouvez donner une remarque ou un conseil, donc avant qu'on passe à Anne-Laurence? Oui, bah je vais commencer par l'entrepreneuriat alors. Oui. Ne pas, comment dire, oser d'une certaine manière, tester en fait son idée, je dirais plusieurs fois, même si, enfin, pas attendre que ce soit parfait pour en parler, pour échanger, mais voilà, vraiment tester. Et s'entourer, moi, ce qui m'a pas mal aidée, je pense, au départ, c'est que j'ai fait partie d'incubateurs. Et alors, pas tellement, enfin, il y en a différents, mais je pense que les formations sont assez similaires finalement. Mais ce qui est assez intéressant dans ce genre de lieu, c'est qu'on rencontre d'autres porteurs de projets. Donc, c'est voilà, c'est toujours cette idée d'échange, de garder du contact. Alors, ça peut être par des incubateurs, ça peut être par des associations, mais voilà, et un peu pas arrêter de parler, d'avoir plein d'avis divers et variés sur ce qu'on fait pour s'améliorer. Et après, pour l'upcycling, je ne sais pas que vous donner comme conseil, à part si ça vous intéresse, soyez créatifs et changez de regard peut-être sur ce qu'on a, Très bien. voilà, sur ce qu'on a autour de soi au quotidien. Très bien. Merci beaucoup, Hélène. Et merci pour votre bonne humeur, comme d'habitude. Et on va passer à notre deuxième speaker, à notre invitée Anne-Laurence. Bonsoir Anne-Laurence. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, Vigie, vous êtes la cofondatrice de l'application Vigie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu déjà votre parcours? Ce serait bien qu'on vous connaisse un petit peu et après nous parler de l'application Vigie, voilà, ce qui vient de voir le jour, qui est en plein développement. Oui, alors mon parcours, j'ai bientôt 40 ans, je travaille depuis 20 ans et je travaille depuis 20 ans dans l'industrie textile. Donc, j'ai eu un parcours pour moitié en France, bien que travaillant pour des sociétés françaises en France, je voyageais déjà beaucoup dans le monde entier. Et puis, l'autre moitié de mon parcours au Vietnam. Donc, première partie de ma vie, j'ai travaillé principalement pour les centrales d'achat textiles, donc à différents postes, mais principalement à des postes d'achat. Et j'ai été intrapreneur au sein du groupe Beaumanoir où j'ai participé à la création de la marque Bonobo. D'accord. Et puis après ça, je suis passée de l'autre côté de la barrière, côté production. J'ai travaillé quelques années à Paris. Et puis ensuite, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie au Vietnam et j'ai monté 3 sociétés successivement là-bas. Et donc, dans la production de vêtements. Voilà, et je suis de retour en France depuis 5 ans et donc j'ai cofondé avec 3 associés Vigie, donc qui est une start-up qui est dédiée à la traçabilité des actions de responsabilité sociale et environnementale dans le secteur textile. Voilà. Très bien. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de Vigie, où on en est, l'idée, tout le parcours de Vigie jusqu'à maintenant? Ouais, alors c'est vaste, je vais essayer de faire synthétique. On va dire au début, l'idée de Vigie. Voilà, justement, l'idée, c'est de parler un peu d'entrepreneuriat aussi à nos étudiants. Donc, à partir d'une idée, comment on arrive à un produit ou une application comme Vigie. Et puis déjà, peut-être même le nom Vigie, ce que cela signifie. Ouais. Vigie, c'est on est breton, donc et mon associé est malouin, mon associé principal est malouin, est un grand voileux, et la vigie sur les bateaux, c'est le poste où on voit loin en fait. Donc ça vient de là tout simplement, le nom de Vigie. Et donc, Vigie aura bientôt 2 ans. Et pourquoi on a créé Vigie? Alors, forcément,
on avait ces préoccupations environnementales, sociétales, économiques, voilà, tout ça, ça cogitait depuis un moment dans nos têtes. Il se trouve que mon associé Jocelyn Vogel, lui, a eu un parcours dans le textile également. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs il y a 20 ans. Mais lui, après le textile, a travaillé dans l'agro. Et dans l'agro, il y a déjà beaucoup de systèmes en fait, de traçabilité qui ont été mis en place depuis les années 90, après les scandales de la vache folle en l'occurrence. Et nous, en tant que Bretons, on a été très touchés par ces choses-là parce qu'on a tous eu… c'est des terres d'agriculteurs, donc on a tous dans nos familles des agriculteurs, que ce soit des parents, des amis qui ont été touchés par cette maladie. Et donc l'agroalimentaire a développé tous ces systèmes de traçabilité bien avant le textile. Ouais. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est le mélange de ces deux expériences professionnelles qu'a eu Jocelyn qui a été à l'origine vraiment du concept de Vigie, plus nos sensibilités personnelles, nos parcours professionnels qui ont amené à ce projet-là. Donc voilà, c'est démarré, ça a commencé vraiment de ça comme idée, comme concept. Et puis ensuite, en creusant le terrain, la législation, ce qui existait, études de marché, regarder un petit peu ce qui existait comme solution, on en est arrivé à développer ce système, alors qui n'est pas seulement une appli, hein, le système de base de Vigie, le cœur de notre travail, c'est vraiment une plateforme web finalement, qui est un système de récolte de la data RSE. En fait, on travaille avec des marques et on peut récupérer de l'information de tous leurs fournisseurs partout dans le monde, 24 heures sur 24 dans cette plateforme. Et donc, on récupère de l'information, on authentifie l'information, ce qui est très important aussi. Et dans l'idée d'arriver à une traçabilité fine, évidemment, de toute la filière textile, mais on n'en est pas encore là. Oui. Il faut que les marques coopèrent, déjà que les marques soient partenaires avec vous pour donner les informations. Ouais, c'est ça. Donc, il faut beaucoup de marques, il faut beaucoup d'industriels aussi qui travaillent avec nous pour pouvoir analyser un peu tout ce qui se passe. Donc, ça va prendre du temps. Hein. Si c'était facile, ça se saurait et tout le monde aurait une traçabilité parfaite. Oui. Donc voilà, on met des systèmes en place, un peu comme Hélène disait aussi, on teste des choses. On regarde ce qui se passe, on change, on s'adapte, on est vachement flexible, on travaille beaucoup avec nos clients, avec les retours qu'ils nous font pour avoir des solutions les plus pertinentes possibles et qui les aident le plus possible. Mais déjà, l'outil est quand même un outil qui finalement consolide toute l'information RSE d'une marque, de son parc fournisseur, de son catalogue produit. Déjà, ça, c'est énorme parce que souvent, les marques, nos clients n'ont pas d'outils dédiés à la RSE. Donc ça, c'est déjà un premier avantage. D'autre part, on les aide à la collecte dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont déjà automatisées dans notre système, comme l'invitation de leurs fournisseurs à rejoindre le système. Le système relance aussi automatiquement les fournisseurs pour leur dire attention, vous n'avez pas répondu à cette question-là, attention, vous n'avez pas mis à jour ce document-là, attention, là, il n'y a pas de document, attention, ce document est périmé. Donc voilà, il y a toute une aide qui est complètement automatisée, d'aide à la récolte de l'information. Et puis, on a ce travail d'authentification de l'information aussi qui est unique pour le moment, grâce à tous les partenariats qu'on mène, qu'on noue avec des labels, des bureaux de contrôle, des associations. Donc, vous vérifiez les informations que les entreprises, les industriels vous fournissent pour être sûr. Ouais. Alors, on ne peut pas tout vérifier pour le moment, ça va prendre aussi du temps, c'est complètement dépendant des partenariats qu'on mène, de tout ce toutes les intégrations qu'on est capable de faire aussi avec d'autres PLM, d'autres ERP.
Donc, il y a de l'humain aussi avant la technologie dans ces choses-là. Et c'est vrai que toute la partie collaboration fait complètement partie de notre ADN. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent prendre du temps. Mais voilà, on est persuadé que c'est par la collaboration avec tous les acteurs de la filière qu'on arrivera à une traçabilité fine des informations, en tout cas. Très bien. Et donc, vous pouvez avoir des jeunes marques comme Povera, comme vous pouvez avoir des géants de la mode, c'est ça? Oui, tout à fait. Actuellement, on travaille avec 20 marques et 2 usines aussi en direct. On vient d'ouvrir notre système aux industriels de la filière. Et sur les 20 marques, effectivement, il y a 19 DNVB. Donc, ces jeunes marques qui distribuent presque exclusivement sur le net, en ligne, et qui souvent sont assez préoccupés, voire très préoccupés par tous les aspects RSE, justement, que ce soit en amont ou en aval des cycles de production, parce que chacun, justement, met l'accent, comme le disait Hélène, sur certaines parties de la RSE, pas forcément sur tout. Et c'est très bien, c'est compliqué de tout gérer. Et puis, effectivement, on travaille aussi avec des plus grosses marques. En l'occurrence, actuellement, on travaille avec Devred. Donc, ça a été longtemps très confidentiel, mais maintenant qu'ils l'ont annoncé, eux, sur leur site, on peut l'annoncer aussi. Okay. Et donc, effectivement, on travaille aussi avec des marques qui ont cette envergure-là. Devred, c'est 200 magasins en France. Ouais. D'accord, super. Et notre système s'adapte à du très petit comme à du très gros, oui, tout à fait. à du luxe comme à du mass market, à de l'enfant comme à de l'adulte. Voilà, c'est un système qui est fait pour le plus grand nombre. Voilà. Je vais laisser un peu la parole aux étudiants. Moi, j'ai d'autres questions, mais j'attends qu'ils posent. Je leur donne la parole. Mathilde, Nicolas, Florian et Alison et Natacha nous ont rejoints aussi. Donc, je ne sais pas qui a une question. J'ai une petite question. Pensez-vous qu'une marque doit nécessairement communiquer sur sa politique de traçabilité ou de transparence, ou ça peut se rapprocher d'une stratégie de greenwashing ou d'une… Voilà. En fait, il y a vraiment une frontière qui est fine entre vraiment communiquer sur sa stratégie RSE et le greenwashing. Donc, comment faire pour pas que ça passe vers le mauvais côté de la force? C'est obscur de la force. Comme vous le disiez communiquer. Donc, tout ça, c'est de la communication, effectivement. Et avant la communication, il y a les actions. Donc, finalement, il faut pouvoir vérifier les actions. Alors, est-ce que les marques se doivent de le faire? C'est demandé par les consommateurs, donc c'est demandé par vous. Donc, finalement, c'est toujours le même problème. Les marques sont devenues aussi des marques de mass market parce que le marché était demandeur de toujours plus vite, etc. Donc, c'est vrai que le consommateur est demandeur de ces informations, de transparence en tout cas, et essaie de décrypter. Alors après, c'est vrai que c'est délicat, la frontière, comme vous disiez, entre greenwashing, entre ce qui est dit et ce qui est fait. C'est très, très particulier. Alors, quand on est averti, on regarde des choses. Est-ce que finalement, c'est 100% de la collection qui est co-responsable ou est-ce que c'est que 1%? Est-ce que ce qui est dit est réellement fait? Et alors, nous, c'est vrai qu'on s'attelle justement, avec notre système, à ne pas rentrer dans une démarche de jugement et de notation des marques. Parce que justement, on dit que si une marque commence à faire un petit peu, il vaut mieux l'encourager à faire toujours plus, plutôt que de dire « Ah ben non, elle fait ça, mais c'est pas bien, elle devrait faire ça ». Et là, dans ces cas-là, on tue dans l'œuf un petit peu un début d'action, donc c'est dommage. Donc ça, on est quand même dans une philosophie quand même positive d'accompagnement de toute marque. Donc c'est pour ça qu'on ne travaille pas forcément que pour des marques éco-responsables non plus. C'est bien de démarrer quelque chose. Ensuite,
on ne veut pas être jugeant non plus parce que c'est vrai qu'il y a des marques qui vont s'atteler, comme le disait Hélène tout à l'heure, au Made in France. Il y en a d'autres qui vont se baser sur l'artisanat, d'autres sur l'upcycling, d'autres sur le recyclage. Donc, quand il y a une note derrière, c'est quelle note on va mettre. On va mettre une meilleure note à celle qui fait de l'upcycling ou à celle qui fait du recyclage. C'est vachement délicat en fait comme sujet. Donc, en fait, il faut savoir ce qu'il y a réellement derrière la fabrication de chaque vêtement, donc être capable de remonter toute la chaîne, et pas que pour une marque ou pas que pour un vêtement, pas que pour une usine, mais vraiment sur ce vêtement-là. Ce vêtement-là, il a fait partie d'un lot qui a fait tel parcours dans le monde auprès de 20 fournisseurs différents. Et on peut vraiment suivre, l'idée c'est ça. L'idée, c'est de suivre vraiment de la naissance du produit jusqu'à le consommateur, de savoir tout le trajet que la marque, enfin le produit a fait, l'article a fait. C'est bien ça, l'idée. Oui, tout à fait. Nous, c'est vraiment notre objectif à plus ou moins long terme, c'est vraiment de retrouver, d'être capable de retrouver toutes les informations sur la traçabilité des vêtements. Comment vous faites justement pour avoir toutes ces données? Alors, on a un système qui est justement dans notre plateforme. Alors, je ne peux pas tout dévoiler parce que c'est justement, c'est très concurrentiel comme système. Mais ça y est, on a trouvé en fait. Les entreprises de vous donner les informations. Pardon? Il faut que les entreprises derrière, elles jouent le jeu. Oui, mais elles vérifient derrière aussi. Ouais. Ah, okay. Oui, tout à fait. Mais en l'occurrence, on a un système d'invitation. Une marque qui est abonnée à Vigie va pouvoir inviter tous ses fournisseurs à rentrer dans la plateforme Vigie. Et les fournisseurs, de façon complètement gratuite, vont rentrer leurs informations dans le système. Et finalement, c'est déjà quelque chose qui est en place entre les marques et leurs fournisseurs. Les marques demandent beaucoup d'informations à leurs fournisseurs, mais c'est juste qu'elles n'ont pas d'outils finalement pour tout concentrer dans un seul canal. Donc finalement, en faisant ça, on aide les marques, mais on aide aussi les fournisseurs parce que les fournisseurs sont beaucoup sollicités par les marques et ils vont avoir la même demande. Par exemple, est-ce qu'un audit social a été effectué dans votre usine cette année? Toutes les marques clientes d'une usine à l'autre bout du monde vont lui demander la même chose à cette usine-là. Et donc, l'usine, elle va répondre 10 fois. Et donc, si elle est dans le système Vigie, elle va juste répondre une fois et finalement, tous ses clients vont accéder à l'information. Et les marques, donc les marques ou les fournisseurs, finalement, c'est quoi leur intérêt? C'est uniquement parce qu'ils veulent de la transparence vis-à-vis du consommateur. Qu'est-ce que cela apporte? Autant ça, il y a plusieurs. Bien l'intérêt pour le consommateur, ça c'est clair et net. Mais par contre, les marques, pour qu'elles viennent vers vous et acceptent, c'est quoi leur intérêt? C'est juste, ils ont une vraie responsabilité éthique de transparence? Alors, les marques, elles ont plusieurs intérêts. Elles ont l'intérêt de répondre à l'attente de leurs consommateurs, ça, tout le monde l'a compris. Elles ont une obligation aussi de législation. Il y a des règles, des réglementations en France, en Europe, au niveau international. Bonjour, je suis bien au centre hospitalier de Grasse. Non. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas grave, je continue. Donc, elles ont aussi, les marques, elles doivent répondre à des obligations légales. Donc, en l'occurrence, il y a la loi AGEC sur l'économie circulaire actuellement. Il y a toutes les questions d'affichage environnemental aussi en ce moment, qui est un vaste sujet. Elles ont aussi le devoir de vigilance. Donc, elles sont, toute entreprise qui a plus de 500 salariés est censée connaître justement tout l'ensemble de son parc fournisseur. Donc, les marques doivent répondre à beaucoup de normes et beaucoup de législations et donc l'outil les aide à faire ça. Et donc, en l'occurrence, l'intérêt pour une marque, au-delà de répondre à la législation, au-delà de répondre à ses attentes fournisseurs, c'est tout simplement qu'on a un outil d'aide à la récolte de données. Et elles en ont besoin pour améliorer, pour progresser dans leur pilotage de leur responsabilité sociétale et environnementale. Et en fait, comme elles n'ont pas d'outils dédiés à la RSE à ce jour, en fait, souvent, des grosses marques ont même du mal à répondre à des questions simples telles que quel est le pourcentage de leur catalogue produit qui est fabriqué avec des matières premières bio. Et ne serait-ce que ça, voilà, elles ont besoin de pouvoir répondre à ces informations-là. Et puis, les fournisseurs aussi, eux-mêmes, cherchent à avoir les informations de leurs fournisseurs, etc. Donc,
c'est vraiment un système en fait qui intéresse les marques, qui intéresse les fournisseurs. Ils en ont besoin quoi, de plus en plus parce qu'eux-mêmes veulent progresser. Hein. Il y a vraiment une volonté dans la filière de progression qui est très importante. Ok, très bien. Alors, Laurence, je pense qu'on a encore plein de questions, mais je pense que le temps presse. On a 1 heure de webinaire. Où est-ce qu'on peut trouver Vigie? Qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir? Nous, nos étudiants, tout le monde. Comment on fait? Alors, ceux qui veulent tester l'appli, téléchargent l'appli depuis leur smartphone dans les App Store classiques. L'appli s'appelle Vigie, V-I-J-I. Il y a plus d'infos sur notre site internet vigie.io. Sur notre site internet, il y a également des informations RSE sur les marques adhérentes à Vigie, sur les usines adhérentes à Vigie. Et je pense que déjà, et puis surtout nos réseaux sociaux, suivez-nous, on donne beaucoup d'informations si vous inscrivez à nos newsletters, au blog, tous les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, voilà, on diffuse de l'info aussi sur tout ce qui se passe au niveau de la RSE dans le secteur textile. Ouais. Super, je pense que ça va être utile pour tout le monde. Merci Anne-Laurence. Merci à vous beaucoup. Merci. On va passer à Claire Gel. Bonsoir Claire. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors Claire, elle va nous parler justement, c'est une suite par rapport à toutes voilà, la transparence avec l'application Vigie, avec Anne-Laurence. C'est justement que Claire, elle va nous parler du commerce équitable et des différents labels. Donc Claire, elle est déléguée générale Colcosol. Donc Claire, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, puis aussi de l'association avant de démarrer avec les différents labels, s'il vous plaît? Oui, alors déjà, pour ma part, étant donné que c'est pas mal d'étudiants, de voir un petit peu le cheminement des personnes, je pense que c'est intéressant parce qu'on peut commencer par des études et finir dans complètement autre chose. Donc, moi, j'ai fait des études en langue étrangère appliquée et ensuite un master en gestion de projet. J'ai un peu voyagé, j'ai eu une opportunité en tant que prof d'allemand, bah oui, je suis passée par là. Et puis arrive le moment où on se demande voilà, qu'est-ce qui compte vraiment. Et pour moi, c'était la dimension sociale, environnementale et surtout pour les producteurs d'avoir un revenu décent. Et tout ça, en fait, c'était combiné dans le commerce équitable. Et c'est comme ça que j'ai rejoint la structure, l'association Colécosol. Donc, c'est Collectif pour une économie solidaire, une association qui est basée dans la région Grand Est. Donc, on va de l'autre côté de la France. Et voilà, donc on regroupe plusieurs types de structures, des associations, des entreprises, des bénévoles, des collectivités territoriales aussi. On a vraiment différents champs d'action. Et voilà, donc nous, notre sujet principal, c'est la consommation responsable et commerce équitable. Donc quand on pense à ces sujets, au début, bien sûr, ce qui nous vient à l'esprit, c'est les aliments dans la cuisine, qu'est-ce que j'ai, d'où ça vient, comment c'est produit. Mais en fait, la consommation responsable ne se limite pas à ce qu'on a dans l'assiette, mais c'est bien un mode de vie en fait. Qu'est-ce que je fais, comment je m'habille et voilà. C'est comme ça que la question du textile rentre tout à fait dans la dimension du commerce équitable et éthique, puisque c'est une filière que vous connaissez déjà très très bien. C'est la 3e semaine où vous êtes informés. Donc, c'est un sujet. Mais on connaît moins, peut-être les étudiants connaissent un peu moins les labels et c'est pour ça qu'on vous invite aussi ce soir pour nous éclairer sur ce sujet, Claire. Tout à fait. Alors, en plus, vous êtes un établissement qui est labellisé établissement de commerce équitable. Tout à fait. Donc, juste pour remettre aussi les choses dans le contexte pour les étudiants, donc Colécosol, c'est une association locale de commerce équitable et donc on fait aussi partie du mouvement Faire un monde équitable qui est donc à l'échelle nationale. Alors, pour commencer, j'ai préparé quelques... Partager l'écran ? Ouais. Alors, j'ai préparé quelques petites questions, mais je pense qu'elles ne vous poseront aucun problème. Donc, pour répondre aux questions... voilà. Donc, les étudiants, tous les participants, vous êtes invités à répondre. Vous pouvez activer votre
audio pour répondre ou répondre par message comme vous le souhaitez. Voilà, soit à l'audio, soit dans le chat, comme vous le souhaitez. Alors, tac. Alors, oui, voilà une petite. Moi, je vous l'ai fait comme ça, mais si vous voulez une petite photo de l'équipe. Donc, hop. Alors ça, bon, on en est bien conscient hein, que effectivement c'est une filière qui est compliquée entre la production de matières premières, la production, la confection, le transport, la consommation et la fin de vie. Beaucoup d'étapes, beaucoup d'occasions de polluer malheureusement ou de nuire à des personnes. Donc voilà, juste quelques petites questions pour remettre un petit peu, avoir un petit ordre de grandeur. Très bien. Je pense qu'on connaît très bien, mais ce n'est pas forcément qu'on va bien répondre. Donc, c'est un bon pour nous tous. C'est aussi piège. Tout à fait. Donc, la première question. Quel est le salaire moyen d'un ou une ouvrière textile au Bangladesh? La A, je dirais. Je vais la A. Alors, je vois dans la conversation. C'est un des plus bas, en tout cas. 29 centimes. Oui, tout à fait. Réponse B, réponse B. Ah, voilà, vous voyez? Je ne connais pas tout. Hein. Voilà, bon piège. Voilà. En tout cas, on a souvent quand même un ordre de grandeur, effectivement. C'est très bien, comme ça on apprend plein de choses. Je suis super contente, très bien. Allons-y, voilà. Ça me plaît bien. La réponse D. Très bien, 29 centimes. Effectivement, c'est un des salaires les plus bas et ça répond aussi à une des problématiques qu'on abordera peut-être, ou vous avez certainement déjà entendu parler, c'est cette question du salaire vital. Dans les pays, il y a un salaire minimum qui, la plupart du temps, est en place, mais il y a cette question de salaire vital, finalement, de combien est-ce qu'ont besoin réellement les personnes pour vivre, et qui prend en compte notamment l'alimentation, l'éducation, la santé. L'épargne aussi qui est très important et qu'on oublie, ça fait aussi partie des frais de fonctionnement de la vie de tous les jours en cas de souci, comment est-ce qu'on fait? Donc, c'est une problématique qui devrait aussi être intégrée à ce salaire. Et comme on a dit tout à l'heure, boulimie de production et anorexie de salaire. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça va vraiment faire écho à l'introduction, donc. Alors, combien de litres d'eau faut-il pour fabriquer un jean en coton non bio? Donc, 20 litres, 50 litres, 5000 litres, entre 7000 et 10 000 litres. La réponse D, c'est D. Dans le chat, ça aussi. J'ai dit C, moi, mais... Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres réponses en dernier pour ne pas influencer, mais je ne sais pas. C, je dirais. Même s'il y a plus de réponses en D. Non, c'est D. C'est effectivement la réponse D. Oui, ça met un peu de temps à s'afficher. C'est la réponse D. Ouais. Et donc ça, c'est pour un jean en coton non bio. Non bio. Vous insistez sur non bio. Si c'est bio, c'est moins ou c'est plus? La consommation en coton bio est moins importante et l'usage de... Même si ça reste consommateur d'eau, non? Pas mal d'eau. Ça reste consommateur d'eau, plus que d'autres matériaux comme le lin ou le chanvre, par exemple. Mais, ça change pour le bio-équitable? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Super. On en prend encore une deuxième, c'est super. Continuons. Alors, on a eu les chiffres pour les États-Unis. En France, qu'en est-il? Quel est le... Alors, je ne vois pas. Quel est le volume de vêtements jetés chaque année par Français, Françaises? 3,5 kg, 5 kg, 9,5 ou 15 kg? Réponse B, C. J'hésite entre A et C. Il y a le B entre. Oui, mais je ne sais pas, le 5 ne me dit rien. Comme ça, de tête, allez, je dis le C. Et oui, c'est bien ça. 9,5 kg de vêtements qui sont jetés par année. Et quand on dit jeter, ça fait tout à fait écho avec ce qu'on a entendu. Hein, c'est que de tous ces vêtements jetés, seul 1% est recyclé. Donc là aussi, ça pose une question de notre niveau de consommation.
bien entendu. Hop. Ah, ouh là là. Voilà, alors, ben voilà, donc on va aborder le sujet du commerce équitable, hein, ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que c'est le commerce équitable? Donc, vous le savez pour la plupart déjà, ça reprend un certain nombre de critères qui sont nommés dans une loi de 2014, hein, la loi Hamon, et notamment on peut les rassembler dans les 3 piliers du développement durable, à savoir l'économie, l'environnement, le social. 3 aspects qui sont essentiels dans la filière textile. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est quoi? C'est que les producteurs puissent déjà avoir un revenu décent. Aussi, il y a une part de sensibilisation et d'éducation qui est espérée ou attendue de la part des organismes certifiés. Donc, de savoir dans quelle mesure ont été produits ces biens, quels sont les impacts sociaux, environnementaux, c'est très important. Au niveau environnemental, la préservation des ressources, notamment le fait d'être en bio, il y a un cahier des charges des critères environnementaux, donc le bio n'est pas forcément une obligation, mais en tout cas encouragé, ce qui peut permettre une transition vers des modes de production plus respectueux de l'environnement. Mais en même temps, bio ne veut pas dire qu'il est équitable dans le sens sociétal du terme. Tout à fait. Voilà, parce qu'il y a des productions bio qui sont... voilà. Oui, ouais. Justement, on va en parler, oui. Et un des éléments aussi, c'est au niveau social, effectivement, droit syndical, l'idée c'est de respecter au moins la Convention de l'Organisation internationale du travail, qui interdit notamment le travail des enfants, qui permet une liberté syndicale et répond à des besoins sociaux. En plus de cela, il y a une dimension autonomie, donc les parties prenantes dans le commerce équitable sont rassemblées en coopératives et donc ce qui leur confère un pouvoir de participer à la prise de décision, à la négociation et ça permet aussi, donc dans l'aspect prix, préfinancement, il y a une prime qui est aussi versée à la coopérative et qui peut répondre à des besoins. Donc, si la coopérative a besoin d'une maison de santé, cette prime peut permettre le financement de cette maison de santé, par exemple. Ça peut être de la formation, ça peut être voilà, selon les besoins de la coopérative. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a une idée de préfinancement, mais aussi une relation de longue durée, c'est-à-dire qu'on s'engage sur plusieurs années à acheter la récolte. Et la traçabilité, bien sûr, on en a déjà parlé et c'est très intéressant les initiatives dont vous avez parlé au niveau de la traçabilité. Je pense surtout à Anne-Laure, le fait de prendre la RSE aussi en référence. Pour nous, c'est vrai qu'en tant que consommateur, c'est difficile de faire ce travail. C'est pour ça qu'il y a des initiatives comme les vôtres qui existent. Mais aussi, pour nous, c'est important qu'il y ait un cahier des charges défini. Et donc, alors, un cahier des charges défini auquel le consommateur peut se référer et être aussi autonome dans sa prise de décision dans son achat. Ah, voilà. Mais donc, on parle d'achat déjà, mais l'idée aussi, c'est de limiter sa consommation parce qu'un des sujets principaux, c'est quand même le coût. Nous, quand on parle de coût, on parle aussi de prix. Et quand on parle de prix, il y a aussi cette notion de coût, le coût environnemental, le coût social. Et donc, de réduire sa consommation. Comment? En se posant aussi des bonnes questions. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Est-ce que j'en ai pas un qui ressemble? D'où est-ce qu'il vient? Comment il a été fabriqué? Et est-ce que c'est utile? Super. On ne va pas oublier. Bisous, c'est sympa. on va le retenir. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, voilà, qu'on voit un petit peu, qu'on montre à nos étudiants, même à nous, on ne connaît pas tous les labels. Donc, si on veut aussi entreprendre dans ce secteur du textile, quels sont les labels qui peuvent nous aider? Vers quoi se diriger? Dites-nous, Claire,
Alors déjà, oui, pour en savoir un peu plus sur un label, il faut savoir qu'il y a déjà un cahier des charges qui est mis en place. Il doit y avoir un organisme qui est indépendant. Plusieurs entreprises peuvent l'utiliser et le logo, finalement, c'est juste l'identité visuelle qui permet d'attester de tout ça. Donc, pour pouvoir le vérifier, c'est important d'avoir cette identité visuelle, sinon, effectivement, on passe à côté en faisant ces achats. Donc voilà une sélection de cahiers de labels. Donc le label GOTS, Fairware, Fairtrade, WFCO, Biopartenaire et Bioré. Alors on va juste entrer un petit peu plus en détail dans les différents labels. Donc effectivement, le label GOTS permet de valider le standard sur toute la chaîne de production. Et c'est pour ça que je l'avais mis au début. Le problème de la filière, c'est qu'elle est très complexe et que certains labels s'attellent uniquement à une partie du cycle de vie ou une partie de la chaîne de production. Le label GOTS, il est étendu sur toute la filière et garantit entre 70 et 95% de fibres biologiques. Et cela respecte aussi les critères sociaux dont nous avons parlé et la mise en place d'une politique de RSE qui est essentielle. Et au niveau économique, donc, c'est le respect des lois de l'Organisation internationale du travail qui entre en compte. Alors, Fairware Foundation, je vous transmettrai le PowerPoint, je ne vais pas tout lire parce que je vois que le temps file. Tout à fait, oui. Donc, c'est un label qui est sur la phase de confection du vêtement plutôt et sur les étapes de couture. Alors, quand je dis label, c'est un peu un abus de langage, c'est plutôt le témoin de l'engagement d'une entreprise, finalement, et pas... voilà, disons, l'entreprise a déjà pris ces engagements-là et le label, enfin, Fairware, le témoin, vient l'attester. Mais démontre quand même des compétences en termes éthiques, donc sur les aspects sociaux, économiques, l'aspect environnemental étant moindre sur ces étapes. C'est un label international? Oui. D'accord. Comme GOTS aussi? Oui. Ouais. Ensuite, donc le label Fairtrade, qui est effectivement, donc on connaît bien sur l'alimentation. Il faut savoir qu'il y a aussi un cheminement au niveau des labels qui est en train de se mettre en place et qui prend en compte la complexité des filières. Alors, il y avait le label ingrédient, on peut dire, avec le fond blanc que vous voyez ici, qui certifie seulement une partie du coton qui fait partie du produit fini. Donc, ça veut dire que seulement une partie sera labellisée Fairtrade. L'autre label avec le fond noir qui, lui, certifie que tout le coton est labellisé Fairtrade. Donc là, on est effectivement sur la filière coton uniquement. Mais qui reprend les critères, donc notamment l'autonomisation, qui est très important pour ce label-là, les valeurs économiques, sociales et environnementales. Alors, Fairtrade souhaite aller plus loin, et notamment avec ce label Fairtrade Textile Production, qui va couvrir le coton, mais a vocation à couvrir d'autres types de matériaux, de fibres, et qui, lui, va sur toute la chaîne de production, du coton jusqu'au produit fini. Donc, c'est l'ambition que porte Fairtrade de pouvoir permettre de certifier toute la chaîne de valeur. Le label Bioré, qui est un label suisse qui est moins connu en France, mais qui est aussi un label équitable et qui garantit donc des mêmes produits. Celui-ci va sur toute la chaîne de production. Et d'autres labels que l'on connaît plutôt sur l'alimentaire qui, eux, certifient uniquement les fibres. Mais bon, déjà, les fibres certifiées, c'est mieux que rien du tout, mais c'est sûr que il y a une vraie limite à ce niveau-là. Ensuite, au niveau local, c'est vrai qu'il y a une forte demande de produits éthiques et une forte demande de produits locaux. Donc, ce que nous recommandons, et notamment
nos partenaires, ce sont les labels Origine France et France Terre Textile qui garantissent que 50%, respectivement 50% du produit est fabriqué en France et 75% pour Terre Textile. Okay. Donc Terre Textile, c'est un label qui est très régionalisé. Donc il y en a dans les Vosges, en France, la région de Troyes et Rhône-Alpes. Est-ce qu'on peut faire le lien avec le commerce équitable local? Alors, c'est plus difficile de parler effectivement de commerce équitable par rapport à ces labels-là, mais disons le fait de valider que certaines étapes de fabrication qui posent problème dans d'autres pays soient respectées, notamment au niveau du travail, au niveau de la rémunération. Mais en France, donc le commerce équitable Origine France, ça existe, mais c'est plus compliqué parce qu'il faut être regroupé en coopérative. Donc, ce qui est le plus facilement le cas au niveau alimentaire. Au niveau textile, c'est plus compliqué. Dans la loi en France, commerce équitable Origine France, il faut être regroupé en coopérative, même si là, les autres standards sont respectés, mais comme il n'y a pas cet aspect-là, on ne peut pas l'appeler ainsi. Ok, très bien. Merci. Voilà, et donc en fait, ça répond à cette double interrogation de la part des consommateurs d'avoir une information qui soit claire et transparente, et aux entreprises de pouvoir valoriser le maintien, le développement, voire le retour d'activités produites en France. Merci, merci beaucoup Claire. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. On va devoir clore ce webinaire. Merci. On était heureux de vous accueillir. Nous avons commencé donc avec une citation de Yves Saint Laurent. Je vais terminer quand même par une autre citation, place à la nouvelle génération de créateurs pour clore donc ce webinaire avec une citation de Olivier Rostin, pas besoin de le présenter, donc le directeur artistique de Balmain, qui a dit en avril dernier, donc surtout lié à la crise de Covid, qui a fait un petit peu, lui a fait réfléchir un petit peu. Il a dit, je cite, « Cool is over, chic is over, fashion should be connected to what's real ». Donc voilà, cette fois-ci aussi, je vous laisse méditer avec cette citation. Merci à toutes et à tous, à tous les participants qui étaient présents aujourd'hui. Merci à nos speakers, donc à Hélène, Anne-Laurence, Claire, merci à Mantiaba, merci à nos étudiants, Mathilde, Nicolas, Natacha et Alison qui sont toujours présents et qui nous posent des questions très pertinentes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernier webinaire. Donc à la même heure, on va accueillir donc Eleonore Rotley, cofondatrice de Uptrade, Victoire Sato, fondatrice du magazine The Good Goods, qui va nous donner plein de tips sur la mode éco-responsable, et Grégory Giavarina, conférencier économie circulaire. Et puis, j'aimerais terminer par vous présenter ce livre-là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'écran. Donc, le livre noir de la mode. Voilà, c'est mon coup de cœur. Je le conseille. Oui. Donc, c'est pour découvrir l'histoire de la mode et tout ce qu'il y a derrière nos petites robes, voilà, sans que vous culpabilisez, parce qu'on, comme je vous ai dit, on a démarré par dire on aime la mode, mais on peut être aussi responsable. Donc voilà, je vous le conseille. Et lisez-le, commandez-le, lisez-le d'ici la semaine prochaine. Je ne gagne rien mais parce que j'ai adoré. Donc voilà, je vous le conseille et j'espère à très bientôt. Je vous embrasse. Et puis, sauf si quelqu'un a une question ou quelque chose à dire avant qu'on ferme. C'est bon? Pas de questions? Bisous à tous, je vous embrasse et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir, merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci pour votre participation. Merci à tous.